Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors, je suis ravie d'avoir aujourd'hui sur le podcast Sarah. Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Yes, Fanny, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui et de pouvoir partager mes leçons et mes différents apprentissages. Donc, merci pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Sarah avec 2 R et je m'amuse à dire qu'avec moi, on respire. Comme ça, on retient bien mon prénom et directement le concept. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui vivent à 1000 à l'heure à ralentir, mais aussi les challenger, à faire le vide, davantage vivre en fait une vie paisible et sereine, mais tout en se reconnectant à leur propre énergie et en apprenant à recharger leur batterie. Donc c'est un positionnement pas si zen que ça, on va pouvoir en parler, parce qu'il est important pour moi de donner aussi des outils qui donnent davantage de force et d'endurance dans un peu notre monde d'aujourd'hui qui est très axé sur la productivité. Et mon outil magique, c'est la respiration. Donc je fonde ma méthode pour les accompagnements que j'effectue en ligne et en présentiel sur Paris. Ok, super, merci pour cette super présentation. On dirait vraiment que c'est quelque chose que tu as appris par cœur. Ah bon? Donc écoute, génial. Franchement, c'est hyper clair, donc parfait. Alors, Sarah, ce podcast s'appelle Vie ta meilleure vie et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi la définition de ta meilleure vie aujourd'hui ? Je pense que ma définition de ma meilleure vie n'a jamais évolué. Ça a toujours été la même depuis le début, à savoir simplement être connecté à la sensation de joie à l'intérieur de soi. Et je me souviens, c'était une citation de John Lennon, mais moi on m'avait vraiment posé la question l'année de mon bac. On m'a dit mais pour toi c'est quoi le bonheur ? Et j'ai juste dit en fait c'est juste se sentir heureux. Donc voilà, j'ai vraiment une vision très axée ressenti en fait, se sentir bien dans ses baskets et dans sa tête. Ok, d'accord. Écoute, magnifique. Et est-ce que du coup, tu vois, là, tu as parlé que c'était quelque chose auquel tu as réfléchi, ou en tout cas, c'est la phrase que tu as dit quand tu étais au bac, mais est-ce que enfant, tu rêvais de cette vie-là ? Donc moi, enfant, j'étais, je pose direct la note, j'étais bonne élève, mais en même temps très créative, tu vois, il fallait être bonne à l'école, mais aussi bonne aux cours de danse, aux cours de musique, etc. Donc voilà, j'ai évolué vraiment avec cette forme de dualité, parce qu'il fallait rentrer dans la case, mais pas trop non plus pour continuer à travailler un peu sa créativité. Et du coup, je pense que j'avais vraiment envie, de réussir ma vie, d'avoir un super bon poste, de pouvoir créer un impact en fait sur le monde, mais je ne savais pas encore quoi. Donc il y a toujours eu cette volonté, en tout cas cette énergie, cette force d'aller vers faire quelque chose très yang en fait, très la force en fait d'exécution pour pouvoir se réaliser. Donc typiquement l'ennui, les jeux vidéo, le repos, j'ai rarement connu. D'accord, ok. Mais tu vois, c'est intéressant quand tu parles de rentrer dans une case. Du coup, tu sentais une pression de l'extérieur, de ton entourage pour rentrer dans une case ? Après, c'est l'inconscient collectif et c'est une forme d'éducation aussi. Et je pense que ça a toujours été sécurisant pour moi de rentrer dans une case. Et d'ailleurs, je me suis toujours vue salariée, pas d'autre option. Alors derrière, est-ce qu'on m'a projeté une peur de justement pouvoir sécuriser mon avenir le plus tôt possible ? Parce que moi, j'ai fait mes études en finance lorsqu'il y a eu la crise, donc de 2008 après 2009 et après la crise immobilière. Enfin bref, le contexte était vraiment pas bon. Et en fait, effectivement, j'ai étudié avec cette peur de devoir sécuriser un CDI tout de suite. Donc ça m'a poursuivi. Est-ce que ça venait de l'éducation, de l'entourage ? Très certainement. Est-ce que ça venait aussi d'un environnement beaucoup plus global, donc les médias ? Certainement aussi. Et ensuite de mes propres insécurités à moi, parce qu'on peut pas tout rejeter sur l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi une forme de maturité à acquérir à l'intérieur de soi pour pouvoir évoluer. Donc tout ça fait qu'effectivement avoir une case était très 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 important pour moi.
D'accord. Et alors, du coup, ça, c'est pour le côté case rassurante. Et ensuite, il y avait la créativité. Comment elle s'exprimait quand tu étais enfant, cette créativité? Bah, du coup, quand j'étais enfant, j'avais différents loisirs. Je faisais du piano, je faisais du violon, je faisais de la danse classique. J'étais vraiment encadrée, en fait, sur un planning assez chargé. Et je pense que voilà, mes parents avaient la volonté d'apporter le meilleur. Comme aujourd'hui, je vois plein de parents inscrire leurs enfants à plein d'activités. Derrière, ça a développé énormément de compétences, une ouverture d'esprit, une capacité indéniable à s'adapter, une vraie intelligence émotionnelle. Ça a développé énormément de compétences, mais du coup, ça fait de moi quelqu'un de moins borné. Ok. Qui du coup, paradoxalement, supporte moins les cases aussi. Et c'est pour ça que je lance une petite introduction sur la suite de nos discussions. Je pense que la bifurcation, elle est arrivée finalement de manière très naturelle. Et encore récemment, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et il m'a dit, ça ne m'étonne pas de toi. D'accord. La transition de vie que tu as effectuée. Ok. D'accord. Mais alors, avant d'arriver à cette transition-là, est-ce que tu peux nous expliquer donc quelles études tu as fait et quelle a été ta vie quand tu commences à travailler? Alors moi, j'ai fait des études hyper classiques, mais alors plus linéaire, tu meurs. J'ai un bac scientifique spécialisé en mathématiques. Ensuite, j'ai fait 2 années de prépa, HEC. Après, j'ai passé les concours. Premier gros choc pendant les concours, je fais un blackout sur ma dernière épreuve à HEC. Je perds la mémoire. Je pense que c'était une montée de fatigue et de stress et trop d'intensité et du coup, bah, ça m'est resté. Je me suis dit, mais mince, en fait, même si je peux avoir tout le bagage intellectuel, il y a quand même une gestion émotionnelle que j'ai pas eu là. Donc ça, c'était un vrai premier déclic pendant mes études. Bon, ça allait quand même, tu vois, j'ai fait une grande école de commerce parisienne. J'ai voyagé énormément, j'ai vécu à Londres. J'ai eu un double diplôme anglais, je suis revenue à Paris. J'ai eu mon premier CDI avant même d'avoir fini mes études. Donc, si tu veux, en fait, vraiment, des études rêvées que j'aurais, je pense, rêvé. Finalement, je les ai effectuées, je les ai faites. Mais quand tu dis, tu vois, les études rêvées, donc toi, tu étais persuadée que voilà, c'était la voie et tu cochais les cases et ça te procurait du bonheur, cette joie justement qui est importante pour toi, ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, fallait étudier pour trouver un job, quoi. C'est tout, quoi. Fallait bien gagner sa vie. Et puis surtout, en fait, il y a quelque chose. Alors, je sais pas du coup si les personnes qui nous écoutent vont me comprendre et peut-être ont vécu la même chose parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit ouvertement. Et aujourd'hui, une question qui est très importante, surtout en France, c'est la question du statut social. On se définit beaucoup par rapport à son métier. Dès qu'on va à un after work ou qu'on se présente à une personne nouvelle, bah, qui es-tu directement? Je dis, bah voilà, moi je suis médecin, moi je suis avocat, moi je suis entrepreneur, etc. On se définit par son poste. Et donc moi, bah, il fallait que je me définisse quelque part. Et donc c'était très identitaire en fait de pouvoir créer ma place et de pouvoir avoir un poste. Et en fait, c'était pas du tout une question de paramètre bonheur, mais je pense que du coup, pour moi, c'était une notion de fallait se sacrifier la plus jeune possible pour pouvoir construire un avenir et en profiter plus tard. Et donc je pouvais sacrifier des journées où j'étais malheureuse dans l'espoir de être heureuse sur mes vacances, sur mes soirées, avoir une situation stable. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est finalement peut-être ça, l'âge adulte et la vie, quoi. Bah, travailler, gagner sa vie et profiter ailleurs. Et alors, tu sais que c'est très marrant quand tu dis ça. On a des parcours très similaires, mais je me souviens qu'à l'école primaire, d'un intervenant, je ne me souviens plus du tout qui c'était cette personne et pourquoi il était intervenu dans cette classe, mais il venait nous enseigner, en gros, qu'il fallait se sacrifier pendant les études pour avoir un bon job. Ouais. Et ça, je m'en souviens encore aujourd'hui. J'ai une mémoire vraiment pourrie sur mon enfance, mais ça, je m'en souviens, ça m'avait frappée. Et maintenant, le regard que j'ai dessus, c'est vraiment notre génération, parce je pense pas qu'on ait une très grande différence d'âge. Elle a été marquée par ça, par ce truc de, il faut se sacrifier pendant ses études pour avoir un bon métier, une bonne situation et se faire plaisir à côté. Et cette notion de travail est complètement décorrélée avec du plaisir. Ah bah c'est clair. Et je pense, donc moi je suis née dans les années 90, je pense que du coup je suis à cheval en fait entre la génération née dans les années 60-70 où là effectivement quand on avait un emploi en fait on progressait dans l'entreprise, il y avait de la croissance et du coup une certaine fidélité par rapport à l'employeur, beaucoup moins de turnover et moins d'ouverture au monde, moins de perspectives, beaucoup moins de connexions déjà à une échelle internationale et pas de téléphone. Donc en fait au niveau des perspectives
pouvait passer 20, 30, 40 ans dans une même entreprise et on faisait sa vie dans une entreprise et on se posait pas la question. Et l'entreprise permettait la croissance. En fait, l'entreprise permettait l'achat de la première maison, le départ en vacances, etc. En fait, sauf qu'entre-temps, les choses ont évolué et du coup, moi, j'ai énormément voyagé et en fait, j'ai compris que jamais je ferais ma vie dans la même entreprise. Et d'ailleurs, en 9 ans, j'ai fait 3 entreprises parce que tous les 2-3 ans, du coup, j'ai tourné. Et donc, il y a beaucoup moins cet aspect fidélité. Et du coup, on ne peut pas aujourd'hui, en fait, indexer son bonheur sur l'entreprise dans laquelle on évolue. Je trouve d'ailleurs ça très, très dangereux. C'est pour ça que je me méfie toujours des slogans bien-être en entreprise parce que je n'y adhère pas totalement. J'ai pas envie que mon entreprise, en fait, soit garante de mon bonheur. Je suis la responsable de mon bonheur. Et du coup, il y a eu un énorme changement de paradigme. Mais du coup, donc, nos profs qui ont fait partie de la génération d'avant, pas tellement. Et donc, effectivement, il y a pu y avoir comme ça des injections d'injonctions. J'aime beaucoup. Par petite perfusion. Et après, je pense que voilà, tu vois, les gens pensaient bien faire, mais c'est juste projeter leur peur sur un parcours qui n'est pas le leur. Bon, après, je pense que de toute façon, c'est l'histoire de chaque génération. Chaque génération va apporter un plus à la génération suivante, mais enseigne des choses qui sont déjà obsolètes, en fait. Moi qui suis jeune maman, c'est très compliqué parce que je sais déjà que ce que je vais enseigner à ma fille, c'est quelque chose selon mon histoire, ce que j'ai appris de mon histoire, mais qui est obsolète pour elle, en fait, pour la situation dans laquelle elle va se trouver. Donc, il faut plutôt enseigner des principes d'adaptabilité plutôt que, tiens, la voie que tu devrais faire, c'est ça, en fait, parce que ça, c'est pas forcément bon. Mais de la même manière que dire, tu peux faire tout, manque peut-être un peu de direction et manque d'expérimentation, je ne sais pas, mais tu vois, il y a quelque part une voie du milieu à trouver, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut cadrer. Après, pas perfuser de peur. Oui. Parce qu'il y a quand même une différence entre encadrer, donner des conseils, des directions, etc. Et puis nourrir des croyances par la peur, du type si tu es pas parmi les 3 premiers, en fait jamais t'auras d'école et du coup jamais t'auras de CDI. Enfin, tu vois ce genre de choses qui peuvent être assez handicapants parce que moi du coup j'ai vécu quand même des années, tu vois, en prépa et en école, j'étais quand même hyper stressée quoi. Ouais. J'étais sous pression et c'était soit ça, soit pas d'autre option quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Et là, je le vois encore. Je voyais passer un article comme quoi Sciences Po a interdit l'utilisation de ChatGPT, mais en fait, ça veut rien dire parce que ça va être accessible et de plus en plus accessible. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas apprendre enseigner en fait l'utilisation de l'outil comme un support parce que de toute manière, les gens vont finir par l'utiliser. Donc, c'est des vraies questions qui se posent et plus on va avancer, plus la technologie va évoluer, plus les esprits évoluent aussi. Donc, effectivement, c'est une question très très complexe. Moi, j'ai pas d'enfant et j'ose même pas me poser encore ce genre de questions. Je ne saurais probablement pas faire, donc je suis très mal placée pour vous donner des conseils. Et comment tu as vécu justement ces années prépa? J'étais en mode sous-marin. J'étais probablement pas heureuse, mais c'était dans la continuité de on sacrifie 2 années d'études, 2 ans, ça passe vite, et puis après on a la meilleure école, et puis après ce sera la délivrance. Un peu le cliché commun. Est-ce que ça a été la délivrance quand tu es arrivée à l'école? Non, pas tellement, parce que du coup, je savais que ça ouvrait des perspectives, mais fondamentalement, c'était pas tangible du tout. J'ai senti quand même qu'on bossait beaucoup moins, donc j'avais beaucoup moins de contraintes, mais je me posais quand même des questions sur ce que j'avais envie de faire après. Parce que autant le concours du coup d'entrée c'est un cap, autant ensuite le cap c'est quoi? C'est avoir des stages, voyager, etc. Donc les recherches de stages, déjà je me positionnais sur la finance parce qu'on m'a dit que c'était prestigieux et du coup voilà. Sans grande conviction, tu vois, c'est toujours on m'a dit que, et moi fondamentalement je ne savais pas très bien et c'était très compliqué de savoir sans avoir testé. Donc je projetais quelque chose d'imaginaire sur et du coup j'arrivais avec des attentes et je pense comme n'importe qui en fait aujourd'hui tous mes camarades la plupart ont vécu la même chose. Ouvrir le maximum d'options quand on est jeune pour avoir le luxe de choisir ensuite. Ouais. OK. Et est-ce que tes voyages et le fait d'avoir vécu un petit peu à l'étranger t'a donné une autre perspective ou un regard différent sur peut-être le système français? Oui. Clairement oui, sans hésiter même, c'est sorti tout de suite. Oui, d'un point de vue culturel, d'un point de vue d'intelligence émotionnelle, j'ai une posture très, c'est-à-dire que je ne suis pas facilement convaincue de ce que je raconte.
C'est-à-dire qu'en fait, je me dis qu'il peut y avoir une multitude d'options à chaque fois. Et ça vient du fait que, effectivement, j'ai fréquenté des personnes tellement différentes que j'ai une posture, en fait, avec très, très, très peu de certitude parce que je sais que ma vérité n'est pas forcément la vérité de la personne en face. Ensuite, culturellement parlant, je pense que ça m'a énormément ouverte et aujourd'hui, dans la pratique, donc dans mon métier d'aujourd'hui, ça se ressent énormément. Je ne calque pas de discipline. Donc, je m'inspire de ce que je pense être efficace. Et cette mentalité d'efficacité, je pense qu'effectivement, elle est très anglo-saxonne. Et en même temps, il y a énormément d'humilité aussi. Et je pense que ça, c'est très asiatique. Et en fait, je pense vraiment, vraiment que ça m'a enrichi. Ça m'a complexifié ma carte du monde. Parce que du coup, je ne savais pas très bien sur quel pied danser. Mais ça m'a vraiment et très, très profondément enrichi. Ok, super. Et alors, tu commences à travailler en France. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Je commence à travailler en France. Donc, mon premier métier consistait à voyager à l'étranger pour contrôler des filiales d'une banque. Les 2 premières années se passent bien. C'est hyper intense, mais au moins, je suis servie, quoi. C'est hyper intense, mais l'équipe est très jeune. La perspective d'évolution est chouette. Franchement, les 2 premières années se passent bien. J'évolue plutôt vite. Et je commence à manager. Et c'est là où, du coup, les choses se sont compliquées pour moi. Donc, au bout de 2 ans, j'ai commencé à manager à 25 ans. Et en fait, j'ai eu tout de suite le sentiment que c'est un autre job et j'allais avoir besoin de nouveaux outils. Déjà de travailler la posture, de travailler la communication, 3 de travailler la politique en entreprise et surtout la position en sandwich. Et en fait, début 2018, je suis tombée sur la mauvaise personne qui m'a un peu dégoûtée de ce job. Et en fait, je me suis dit mais jamais de la vie, en fait, j'ai envie d'avoir des humains sous ma responsabilité. Et ça m'a refroidi. D'accord. Ok, alors juste, si je peux revenir, quand tu disais ta position en sandwich, c'est par rapport à ta direction et ton équipe, c'est ça? Oui. Ok. Donc, ce qu'on appelait senior. Donc, tu commençais à manager des 2-3 personnes, tu vois, petit à petit, progressivement pour monter jusqu'à 4, 5, 6 au fur et à mesure que tu progresses. Donc, c'était un premier pas. Et en fait, moi, avoir des personnes sous ma responsabilité, je suis très pédagogue. Même encore aujourd'hui, tu vois, je suis hyper patiente, très pédagogue. J'aime beaucoup accompagner. Et en fait, quand j'ai vu le management en entreprise et le revers de la médaille que c'est, en fait, ça m'a franchement pas donné envie. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être manager, en fait. J'ai envie d'être en roue libre. J'ai envie d'être toujours sur une position d'égal à égal avec les gens. Mais en fait, ça m'a fondamentalement remise en question parce que je me suis dit, comment je vais évoluer en entreprise. En fait, quand on a envie de progresser, on monte les échelons. Et du coup, moi, il y avait une résistance comme ça, il y avait une résistance. Et je pense que j'étais pas dans le bon contexte. J'ai fait 2 missions qui se sont enchaînées infernales et avec des conflits de valeurs, je pense, qui ont eu lieu. Et du coup, ça m'a dégoûtée. En fait, est-ce que c'était parce qu'on te demandait peut-être de mettre beaucoup de pression et de pas avoir le temps de créer une dynamique d'équipe et une équipe qui peut faire bien son travail? Il y avait une pression, c'était pas tant une question, je pense, de charge de travail, parce que tu vois, on était sur un département où quand même tout le monde était plutôt bien recruté, tu vois, on était tous de bonne composition et les cerveaux étaient quand même assez bien rodés, tu vois. Les parcours quand même de sélection étaient assez exigeants, donc non, c'était pas ça. C'était un mélange de politique et de manque d'information et de clarté des objectifs et de manque d'impact. Donc moi, je ne pouvais pas demander à des personnes de travailler jusqu'à 2 heures du matin pour un truc qui sert à rien, par exemple, juste pour satisfaire un livrable dont quelqu'un n'a même pas besoin ensuite. Et du coup, on peut pas forcément dire non. Et il y a ce genre de situations-là que moi, avec lesquelles je n'étais pas à l'aise et qui sont très courantes en entreprise. Ok, d'accord. Donc, c'était vraiment une dichotomie entre des valeurs qui sont, on fait des choses pour avoir un impact et un intérêt, là où ta direction te demandait de faire des choses où, en tout cas, d'après toi, il n'y avait pas d'intérêt. Et de ce fait, demander ça à tes équipes et demander de la motivation ne pouvait pas bien se passer étant donné que toi, tu voyais pas l'intérêt, en fait. Exactement. Très bon récapitulatif. Exactement. Donc, il y avait déjà un peu ce climat-là. Et en fait, il a juste suffi que je tombe sur la situation de trop où là, non seulement il n'y avait pas d'intérêt, mais en plus, il y avait une pression démesurée et en plus, un manque de clarté dans les instructions. Donc, ça a été 3 mois. En plus, j'étais à Hong Kong. J'étais hyper loin de Paris. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et du coup, je me suis dit, stop. C'est là où j'avais changé, du coup, de job pour la première fois. D'accord, ok. Et comment se passent tes expériences ensuite?
Bah plutôt bien, Ok. parce que du coup ensuite, bah je savais que ce que je ne voulais plus et du coup j'ai arrêté de choisir des postes, mais plutôt des gens. Ok. Et donc bah sur les entretiens, je faisais très très attention au fit, au match et j'en ai passé tellement des entretiens, mais du coup j'étais plutôt ravie de mes expériences ensuite. Mais tu vois, je suis quand même restée avec tout ce passif déjà de pas être certaine de vouloir faire ce que j'étais en train de faire. Une remise en question latente pendant des années, plus le dégoût par rapport à cette posture de management, plus bah, la colère que j'avais à l'intérieur de moi du manque de sens en fait et d'inefficacité des organisations, alors que j'adore, mais vraiment conceptualiser les organisations d'entreprise, les interactions humaines, tout ça en fait me passionne terriblement. Mais du coup, voilà, j'ai vécu pendant 4-5 ans en conflit intérieur, donc de mes 25 à mes 30 ans, en avançant quand même, en étant quand même salarié, sur des jobs qui se passaient plutôt bien, mais du coup, moi, j'avais pas d'attente par rapport au job que je faisais. Et c'était des jobs où, voilà, au maximum, j'avais une personne qui travaillait avec moi, pas plus. D'accord, ok. Donc ça, c'était ton choix pour essayer de sauver les meubles, en fait. Donc c'était pas wonderful, mais c'était pas la cata. Voilà. Exactement. Donc déjà, l'ego mis de côté Oui. par rapport à mes attentes d'avant. Et de deux, bah ouais, un peu de déception quand même. Et déception liée à quoi? Bah, lié à tout ce que j'avais attendu et espéré d'une potentielle carrière, évolution. Tu vois, je voyais vraiment un quotidien dynamique, on prend des décisions, on fait avancer les projets, on sort de nouveaux produits, on est content des résultats, si on n'est pas content, on les mesure, on ajuste. Vraiment, tu vois, une ambiance comme ça d'effervescence avec des gens intelligents. Et en fait, j'ai vu une atrophie, une platitude qui m'a vraiment laissé avec un arrière-goût assez amer de la réalité, en fait. Ok. Et est-ce que tu penses que c'était la différence entre le fantasme et la réalité de finalement, bah, tu t'es imaginé certaines choses, mais la réalité est tout autre? Oui, Ok. clairement. C'est pour ça que j'encourage, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore sur le monde du travail, qui nous écoutent, faites des stages, le maximum de stages. Expérimenter au maximum, hein. Je suis bien d'accord. Et expérimenter, enfin, si on devait imaginer un système parfait, ça serait mais expérimenter depuis mais tout jeune. On demande de faire des choix qui sont, on peut pas les faire en fait. On n'a pas les facteurs pour dire ben moi je vais faire ce choix-là parce que ça me plaît, parce que je sais qui je suis. Enfin, c'est que des choix par défaut avec de la pression de l'extérieur. Bon, alors rassurons-nous, on peut toujours changer. Hein. Tu es le parfait exemple d'une magnifique transition de vie. Mais voilà, c'est vrai que le système, en tout cas le système français, parce que c'est pas partout pareil, il est très très rigide et on demande de faire des choix très tôt. Donc il faut expérimenter au maximum. Ouais, et revoir sa notion de l'échec, parce que moi je l'ai vécu comme un grand échec en fait. C'est vrai, ok. Bah oui, il est bien connu. Enfin, tu vois, aux États-Unis, ils disent, ouais, y a jamais d'échec, il y a que du feedback. Bah là, en France, si par contre, enfin, l'échec, l'échec, tu le vis bien, quoi. Déjà, t'as l'impression de dérailler, t'as l'impression que c'est toi le problème. Ça parle tellement la langue de bois que tu ne sais pas vraiment ce qui se joue ni ce qui se passe. Et du coup, c'est des situations hyper déstabilisantes. Les évaluations annuelles, elles servent à rien parce qu'en fait, tout ce qui est écrit peut être soumis à interprétation. Donc on sait pas vraiment toi quelle est ta valeur ajoutée et du coup en fait je pense que c'est un climat soit on est bon politique et du coup on fait avec et on peut exceller, soit on est un peu comme moi et du coup on se laisse vite on a envie de bien faire mais en fait derrière on n'est pas en capacité d'avancer parce que j'avais vraiment l'impression voilà de mouliner dans le sable et de patauger, de pas pouvoir vraiment avancer sur des choses intéressantes. Et ça après est-ce que j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment, peut-être aussi, hein. Mais aujourd'hui, je discute quand même beaucoup avec des personnes qui ont eu des parcours similaires. Je pense qu'il y a quand même une crise assez existentielle qui est plutôt générationnelle et qui parle à beaucoup de trentenaires qui ont évolué dans les grosses boîtes. Oui. Alors, je te rejoins à 100%. Hein. Je pense que là, on est dans un gros shift. Moi, ma génération, c'est la génération transition entre justement cette éducation où, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, tu fais une carrière dans une même boîte et compagnie. Et puis, la génération, la mienne, c'était le début et celles qui suivent qui sont, maintenant, on va avoir un impact et il faut que ça ait du sens. Il faut que le travail ait du sens. Et s'il n'y a pas cet élément-là, en fait, tout le côté politique, juste pour avoir un statut social, ça n'a plus beaucoup de valeur, en fait. Non. Et ça me faisait clairement pas rêver. Ouais. Ok. Et donc, tu fais encore quelques années comme ça, mais tu arrives un petit peu au bout
de ce truc où tu dis ok, je fais ça, mais en fait ça a aucun sens pour moi, quoi. Comme je voyageais beaucoup, déjà ça m'a permis de me réinstaller à Paris, de retrouver une stabilité. 2, je me suis éclatée sur mes loisirs. Ok. Du coup, j'avais des activités le soir du lundi au dimanche et ça a été vraiment une manière de me dire en fait là j'ai des jobs qui se passent plutôt bien et je vais en profiter pour m'amuser, quoi. Et ce qui se passait là, c'est une sorte d'un peu de résilience, de maturité aussi, de travailler sur mon impatience et aussi un moyen finalement d'apprendre à me connaître. Donc c'est là où j'ai commencé à faire du yoga, du théâtre, sortir, à découvrir en fait énormément de disciplines que je n'avais pas du tout le temps de découvrir avant. Donc c'était une forme un peu je ralentissais pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre où est-ce que j'avais envie d'aller. Ok. Donc moi effectivement tu as parlé de transition, j'adore ce mot et il me parle beaucoup plus que reconversion. Elle s'est faite en douceur. Tu vois, sur un vrai travail de fond, d'introspection. C'est-à-dire que j'ai pas une rupture du jour au lendemain, bilan de compétences. Ah, ok, je suis bonne là-dedans et je y vais. Ça a été vraiment un travail de qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me plaît. Ok, mais tout et rien me plaisait. C'était un sacré problème. Qu'est-ce qui te plaît? J'en sais rien. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Tout. C'est chouette parce que du coup tu développes des compétences transverses, mais du coup tu vois le problème des hashtags multipotentiels, mais multipotentiel mais qui va jusqu'au bout des choses quand même, tu vois. Donc au bout de quelle chose, etc. Donc 5 années en tout cas de reconstruction où émotionnellement stable, structurellement stable, vie stable avec énormément d'expérience, d'expérimentation. Ok. Et tu expérimentes quoi alors? J'expérimente, je vais en retraite, je vais en week-end. Donc moi, le modèle digital nomade, ça me parle pas du tout. Donc parce que j'avais déjà énormément voyagé, donc moi j'avais besoin de stabilité. Donc je faisais des choses, je partais le week-end, j'ai fait énormément de yoga, j'ai fait énormément d'activités. Je me suis remise au sport, j'ai pris énormément soin de moi, je me suis reconnectée à des loisirs, j'ai fait du théâtre, en fait, je me suis ouverte au monde, tu vois, je me suis juste laissée vivre. Et ça, je peux dire que pour quelqu'un avec un certain niveau d'exigence et surtout, j'allais parler d'embrigadement, mais en fait, avec tout ce tunnel en fait que j'avais vécu jusqu'à mes 25 ans, je me posais pas de questions. Là, ça m'a permis un peu de souffler, de prendre l'air et de me dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont l'air heureuses et qui pourtant ont beaucoup moins, ont fait beaucoup moins. Et pourquoi est-ce que je me mettais autant de pression, etc., etc. D'accord. Et donc c'était en fait, mais j'avais pas anticipé que j'allais changer de métier. Je m'étais dit ok, je resterai consultante, toujours dans le domaine de la banque finance, mais peut-être à des postes moins prestigieux, mais c'est pas grave, je trouve mon compte ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que tu vas changer alors? Donc comme j'ai énormément alimenté mes loisirs, je me suis documentée aussi au passage. Je suis passée à l'action avec une formation que j'avais faite sur mes week-ends en parallèle de mon job. Et du coup, j'ai vu que déjà, il était possible de se former en parallèle de son job, ce qui est très sympa pour quelqu'un comme moi, qui a envie, tu vois, de stimulation et et en fait, ça m'a oxygéné le cerveau de reprendre des études. Ok. Je me suis sentie revivre et du coup, j'ai trop aimé, en fait, cet aspect de se dire que, en fait, j'avais pas éteint mon cerveau à 25 ans. Et ça, rien que ça, en fait, pour moi, c'était déjà comme une sorte de renaissance, de me dire, mais en fait, peut-être que j'ai envie d'être étudiante toute ma vie. Et peut-être que j'ai envie, en fait, de continuer à approfondir les choses. Et donc ça m'avait fait du bien. Donc j'ai fait ça en parallèle, un peu en secret, en fait, avec mon employeur de l'époque, jusqu'à ce que ce ne soit plus un secret, parce que du coup, au bout d'un moment, donc j'ai commencé par la sophrologie, qui est une technique de relaxation et de visualisation qui très douce. Et en fait, j'avais dit à mon employeur, j'ai envie de passer à 80% parce que j'ai envie de développer une activité à côté. En sophrologie. Ouais, on a en fait la possibilité d'être micro-entrepreneur et salarié en même temps. Donc, je ne savais même pas, mais du coup, on apprend plein de choses quand on se lance et que, en fait, on se rend compte qu'on trouve des solutions. C'est ça qui est dingue. Là où plein de personnes trouveront des problèmes. Et du coup, moi, j'étais vraiment avec ces solutions dans ma tête et je les voyais, les croyances limitantes de j'ai un crédit, j'ai des enfants, etc. Moi aussi, j'ai un crédit. Mais en fait, ça n'allait pas m'empêcher de trouver quand même une alternative pour remodeler mon quotidien, pour pouvoir quand même me laisser une chance, en fait, de faire quelque chose qui me paraissait plus stimulant. Donc, je demande à passer à 80%. J'ai un accord. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais clairement démotivée. Et donc, j'avais passé 2 belles années dans cette boîte. Aujourd'hui, je suis encore en bon terme avec mon ancienne équipe. Et en fait, si j'allais faire 2 choses, j'allais ni être ni à fond là, ni là.
Et du coup, j'allais me perdre et je sentais la charge de travail commencer à croître et un manque de concentration baisser. Et surtout, j'avais plus du tout envie de me lever pour aller travailler. Du coup, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, du coup, j'ai été honnête, j'ai dit j'abandonne. J'ai dit en fait finalement 80%. Et en plus, il s'est passé quand même un autre truc pour te rendre compte quand même de caractère assez bizarre des entreprises, c'est qu'on m'avait rajouté du travail la semaine où j'ai dit que j'avais envie d'avoir un jour en moins. Et du coup, je me suis dit, oula, d'accord, ça sent le roussi, cette histoire. Je pense que je vais pas arriver à trouver mon équilibre. À mon avis, je vais bosser autant qu'avant en ayant un jour de salaire en moins. Et du coup, avec cette intuition-là, et du coup, voilà, j'ai démissionné, je suis partie. Et j'ai eu la chance de me faire financer quand même un projet, parce que j'ai monté un dossier quand même de financement pour montrer que mon projet il est sérieux. Et en fait, mon projet, c'était de pouvoir évoluer en fait sur le domaine du bien-être, mais avec le regard que j'ai eu depuis 8 ans d'entreprise, de pouvoir vraiment me spécialiser sur le domaine de l'entreprise. Tu vois. Et du coup, le projet paraissait plutôt viable. J'avais eu quelques premiers clients. Du coup, je me suis lancée. D'accord. Et ça a duré combien de temps, cette phase où tu étais à 80% et où tu développais la sophrologie à côté? En fait, je suis jamais vraiment passée à 80%, mais la phase de side, donc j'ai été pendant 1 an en side project, c'est-à-dire en formation, et j'ai fait quelques accompagnements par-ci par-là pendant 1 an. Et après, dès que j'ai quitté l'entreprise, du coup, j'étais à plein temps sur mon activité. Et là, full time pour une personne comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu lâches un lion dans la jungle. Et tu lui dis, vas-y, maintenant débrouille-toi. Du coup, j'ai enchaîné les formations, les différents concepts. Et du coup, c'est là que l'aventure entrepreneuriale avait démarré, donc début 2022. Ok, donc le Covid était déjà passé par là. Est-ce que ça t'avait impacté d'une quelconque manière? Non, moi, ça m'avait juste fait du bien, parce que du coup, ça m'a permis de... Franchement, ça m'a permis de ralentir. C'était désagréable, je pense, vraiment pour énormément de monde, mais en tout cas, dans mon cas, ça m'a donné l'opportunité d'aller taper dans mon ennui pour aller apprendre à me connaître, quoi. Par contre, il y a plusieurs personnes qui disent oui, mais parce qu'il y a eu la crise sanitaire, donc ça a remis en question beaucoup de choses. Non, moi, c'est crise sanitaire ou pas crise sanitaire, peut-être que ça l'a accéléré dans le temps, mais à un moment ou à un autre, il fallait trouver une solution quand même à cette question existentielle d'épanouissement au travail. Ouais, d'accord. Et au moment de faire ta transition et de signer ta démission, est-ce que tu avais peur? Ah bah oui. Est-ce que je l'ai montré? Non. Est-ce que j'avais peur? Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as dépassé ça? Ou alors peut-être pas dépassé, mais comment, avec cette peur, tu as quand même avancé? En fait, moi, je vois la vie... Tu connais les différents domaines de vie. Entre le domaine, tu as le domaine familial, le domaine financier, le domaine... voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai souvent remarqué que quand je tirais trop d'un seul côté, en fait, le reste était déstabilisé. Il y avait une forme de déséquilibre. C'est-à-dire que quand j'avais trop tiré sur le travail, que j'étais vraiment carriériste dans ma tête, que je ne faisais que travailler, du coup, côté personnel, côté familial, côté amical, c'était vraiment... c'était le désert, quoi. Il y avait rien. Et du coup, au contraire, j'abîmais mes relations. Et que, en fait, quand j'ai diminué mon travail, justement, j'ai augmenté, en fait, mon cercle d'amis, j'ai amélioré toutes mes relations personnelles et familiales. Et donc, en fait, je vois un peu la vie comme ça. Et ce que j'ai profité de l'occasion, en fait, pour démissionner à un moment où ma vie personnelle s'était stabilisée. Ma vie familiale s'était stabilisée et je savais, en fait, que je pouvais, en fait, tenter de prendre des risques à ce moment-là parce que j'étais vraiment... Donc, j'avais 30 ans, je n'avais pas d'enfant, j'avais certains crédits immobiliers, mais j'avais un projet pour lequel j'avais commencé à avoir des clients alors même que je démarrais à peine et que je ne communiquais pas encore sur les réseaux, etc., pour pas être en conflit avec mon employeur et tout. Et du coup, en fait, j'avais pas de paramètres déstabilisants qui vraiment me faisaient craindre, en fait, une peur. Il y avait ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ça va paraître peut-être un peu... Non, c'est même pas présomptueux. En fait, je pense que je peux l'assumer. C'est qu'en fait... je crois beaucoup, beaucoup dans le développement des compétences. Et du coup, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? C'était que, en fait, finalement, je reviens en arrière et je dise, oui, j'ai lancé un projet, ça n'a pas marché et il fallait défendre ça auprès des RH. Mais avec l'expérience que j'avais et avec la conjoncture actuelle, je sais que je peux rapidement retrouver du travail parce qu'en fait, la base, tu vois, de la pyramide était plutôt bonne. Donc, il y avait tous ces paramètres-là qui pouvaient, moi, selon mon prisme, m'acheter une sécurité. Si ça se trouve, quelqu'un ne sera pas du tout d'accord avec moi parce qu'en fait, tout ça n'est pas du tout sécurisant dans son imaginaire à lui, tu vois, mais dans mon imaginaire à moi, en tout cas, le socle était là. Ok. Et donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et puis, honnêtement, j'étais comme en prison, quoi. Chaque jour, je traçais un trait, j'avais plus du tout envie d'y aller à la fin.
C'était horrible. Fallait que c'était soit une mobilité, soit je lançais un projet. Donc, j'ai fini par lancer un projet. Ok. Et comment ça se passe les débuts? Oh bah trop bien. Au début, du coup, alors je quitte l'entreprise le 3 décembre. Le 4 décembre, je fais mon premier post LinkedIn. Ok. J'attendais que ça pour prendre la parole. Alors que je suis pas du tout le genre à aller m'exposer. Mais en fait, j'adore partager des idées et surtout tester sur le digital quelque chose à taille encore embryonnaire pour voir s'il y a du répondant et du coup ça peut m'aider en fait à mieux calibrer ensuite mon offre, à écouter les douleurs de mon audience, etc. Donc en fait moi mon audience je l'ai développée pour ça. Je l'ai pas développée à titre commercial. Ça a été un peu mon nid labo. J'ai commencé à développer une audience dès le lendemain. Du coup ça m'a vraiment amusée. Je me suis dit, oh trop bien, j'adore le marketing digital. Ok. Donc tout de suite, un mois après, j'avais lancé mon propre podcast qui parle d'équilibre de vie justement et j'aborde souvent cette question du sens au travail. Et puis les choses se sont faites. Alors du coup, gardons en tête que en fait la sophrologie ça me représentait pas tellement parce que c'est une technique qui est très douce. Et quand on a un profil comme le mien, une relaxation suffit pas à changer d'avis quoi. Il fallait trouver des trucs un peu plus électrochocs. Ok. Et donc, faut que ça pulse. Ouais, c'est ça un peu. Donc, je me suis formée à énormément d'autres disciplines. Et chaque discipline manquait d'un truc. Et c'était dingue parce que du coup, dis-toi que donc j'entreprenais, je me formais, je communiquais. Et en fait, dans ma tête, j'avais une sorte d'intuition sur la direction que j'avais envie de prendre. Et en fait, c'était une question de temps. Donc en fait, dans ma tête, j'avais envie de transmettre aux personnes une discipline qui soit amusante et qui casse les clichés de la méditation classique, qui fasse du bien en ayant des outils donc d'un point de vue verbal, donc sur les mots, sur la musique, sur tout ce qui est maîtrise en fait des différents états de conscience pour arriver à reconnecter le corps, mental et aux émotions, tu vois. Donc c'était ça, tu vois, c'était un nuage de mots comme ça. Et en fait, pour y arriver, du coup, j'ai enchaîné différentes formations pour avoir ces différentes briques. Mais j'ai navigué pendant 1 an en fait sur un entrepreneuriat les gens ils parlent de moi j'ai même fait 57 business plans, tu parles. Les gens ils parlent de stratégie, de vision, tout ça. Donc moi j'avais un nuage de mots et j'avançais avec une profonde envie en fait je savais exactement ce qu'il fallait faire ressentir à l'autre et du coup, il me fallait les outils pour. Et donc c'est peut-être aussi je pense intéressant à partager parce que on voit beaucoup d'entrepreneurs sur deux. Et au contraire, on voit des entrepreneurs désemparés face aux entrepreneurs qui sont sûrs d'eux. En fait, faut se dire qu'on n'est jamais sûr de rien, déjà de base. Et je trouve que faire la paix un peu avec cet imaginaire de l'entrepreneuriat est une bonne chose. Et ensuite, développer des compétences tellement fines que en fait, on devient crédible pour sa cible grâce aux transformations qu'on apporte. Et pour moi, ça a été vraiment mon fil rouge de toute l'année 2022. Ok. Et donc, tu proposes quoi à ce moment-là à tes clients, à ta cible? Je crash test. Ok. En réalité, en fait, donc j'ai appris la sophrologie, j'ai proposé de la sophrologie, j'ai appris la respiration holotropique ou le breathwork, j'ai proposé d'autres formes de respiration. Et en fait, j'ai avancé comme ça en proposant à chaque fois ce que j'avais appris, mais en le faisant un peu de ma manière. Et il y a eu quand même un événement que je pense que si je le partage pas, personne va comprendre l'histoire. Le 2 mars 2022, c'était une journée ultra déprimante parce que donc l'hiver était déjà bien installé, les fêtes étaient déjà super loin, la guerre en Ukraine a démarré. Et du coup, il y avait un climat social hyper lourd fin février, début mars de l'année dernière. Et du coup, j'avais 2 personnes la même journée sur des consultations individuelles et en fait, elles avaient dormi sur BFM TV, quoi. Elles étaient dépitées, manque de sommeil, pas bien, quoi, pas bien. Et j'avais le cœur lourd. Et en fait, je me suis pointée sur Instagram en story et j'ai dit, hey les gars, venez, on s'amuse, je vais mettre de la musique et puis on se fait une petite séance. Et j'ai eu 20 personnes qui ont dit oui. Mais ils savaient pas quoi. Moi non plus, je savais pas. Je savais juste qu'en fait, voilà, tu vois, c'était un événement spontané, gratuit, où on allait juste apprendre à renouer avec le calme. Et j'avais appelé cet atelier-là paix intérieure, peace. Ok. Et mon objectif de la session, c'était de démontrer qu'en fait, la paix intérieure, elle peut se ressentir même si t'es en plein milieu d'Hiroshima ou même si t'es au bord des Caraïbes, parce que en fait, ça dépend de toi, tes propres régulations internes, de tes propres informations que tu perçois à l'intérieur de toi. Et en fait, du coup, comme on m'a entre guillemets, aujourd'hui, je suis encore reconnaissante pour cet événement-là, parce qu'en fait, les gens venaient sans attente, ils savaient qu'ils allaient passer un bon moment, qu'on allait être ensemble en ligne.
Mais du coup, ils m'ont offert l'espace. Et du coup, dans cet espace de création, j'ai mis de la musique hyper moderne. J'ai guidé des méditations de manière très moderne aussi. J'ai fait faire des exercices de sophrologie. J'ai parlé hypnotique. J'ai fait du breathwork, etc. Et en fait, ça a donné une sorte de combo que les gens ont adoré. Et m'ont dit, mais en fait, on a envie de recommencer. Et donc, toutes les semaines, ça a recommencé pendant genre 30 fois. Tu vois, Ok. toute l'année 2022, toutes les semaines. Et du coup, ça a fait un peu, voilà, les ateliers d'un truc. Donc, pas de produit, pas de marketing, pas de branding, rien. Juste, les gens savaient qu'ils allaient respirer avec ça. Ok. Et le truc, c'est que moi, franchement, j'avais des choses que j'avais faites à l'intuition, quoi, parce que quand t'es dans le domaine de l'accompagnement, t'essayes de construire quelque chose de logique, mais quand t'as pas tous les rouages, c'est non maîtrisé. Donc, j'avais pas envie d'avoir quelque chose d'aléatoire. Et surtout, j'avais vraiment envie d'en faire mon produit phare, quoi. Je ressentais tellement de joie. Même, je pense que quand j'en parle, tu vois, j'ai même pas la même tête que quand je parle. Okay. Tu as des étoiles dans les yeux. Je suis hyper amoureuse de mon produit, quoi. Ouais. Et en fait, donc j'ai rajouté des briques théoriques, mais je l'ai fait en douce parce que j'avais pas envie d'encombrer les gens avec de la théorie. Et puis je pense que les gens en ont marre des cases. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils savent plus vers qui se tourner. Coach, naturo, sophro, c'est des métiers très 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 différents. Et en fait, quand on n'est pas, je sais pas ta vision toi, mais quand on baigne pas dans cet environnement-là, on y va au bouche à oreille. Et on y va, voilà, sur ce qu'on lit sur Internet, etc. On teste plein de trucs et du coup, il y a une sorte d'errance thérapeutique. Et du coup, j'avais pas envie d'alourdir la tête des gens et donc je me suis formée. Donc moi, j'ai rajouté mes propres briques ensuite et j'ai vraiment écrit sur des protocoles des sessions, comment elles devaient se dérouler, etc. Puis voilà. Donc petit à petit, aujourd'hui, je me dirige du coup vers vraiment je me suis déjà dirigée, donc je pense au moment où tu publieras l'épisode, ce sera d'actualité, vers une création de marque. Et du coup, la méthode est protégée. Et du coup, c'est plus la méthode de personne. Ouais. Et donc, c'est ta méthode à toi qui utilise tous ces différents outils dans un et même produit. Oui. Enfin, une méthode en réalité. Et l'objectif de cette méthode, c'est que les gens se reconnectent justement à ce sentiment de joie. Oui. C'est une méthode d'introspection. Est-ce que tu dirais introspection? Il y a de l'introspection. Ok. Très introspectif. C'est une méthode de régulation aussi purement chimique et physique à l'intérieur de soi, parce qu'on rééquilibre en fait par les pouvoirs de la respiration. Et j'essaie de parler sans m'étendre, mais en fait le souffle a ce pouvoir-là de pouvoir réguler le cœur, de pouvoir réguler notre chimie intérieure, de pouvoir réguler en fait les informations qu'on envoie à notre cerveau. Et du coup en fait on va taper vraiment par les exercices et le rythme de respiration qu'on donne, un niveau corporel et un niveau mental. Ce qui fait que le bien-être aussi ressenti à un niveau mental, en fait, il est très tangible. Et donc, les personnes, ils se sont vues avoir leur sommeil qui s'améliore au fil des séances, reprendre davantage confiance en eux, moins ressentir d'anxiété, être davantage ancré dans l'instant présent. Et la couche émotionnelle aussi, du coup. Apprendre à mieux se décrypter à l'intérieur de soi, à reconnaître les émotions et puis à les accepter. Donc, c'est devenu une méthode un peu, comment dire, moi, je l'appelle la Zumba de la méditation. Parce que du coup, aujourd'hui, les cours sont aussi proposés à Paris, dans une salle de sport. Et en fait, l'ambiance est très Zumba, en fait. Ouais, c'est festif, quoi. C'est pas de la méditation. On va écouter le gong et on va écouter les mouches qui volent, quoi. Non, ok. Non, mais non. La semaine prochaine, j'organise un anniversaire. Je te promets. On m'a demandé d'intervenir pour des EVJF. Ok. Je pense qu'on est en train je sais pas, j'ai pas encore totalement pris le recul là-dessus, mais moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir et ça sonne tellement juste à mes yeux de se dire, mais en fait, la méditation, c'est pas se mettre en lotus. La méditation, c'est juste un état de conscience où tu prêtes attention. En fait, tu rediriges ton attention. Donc, quand tu rediriges ton attention, en fait, sur ta respiration et que tu respires en musique et que tu ressens tellement de bien-être à l'intérieur de toi, derrière, tu sécrètes toute la panoplie, la sérotonine, endorphine, ocytocine, tout ça, tu les ressens à l'intérieur de toi. Et donc, tu as envie de recommencer. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent, j'ai mis en place un pass illimité. Donc, les personnes s'inscrivent sur un planning dès qu'elles ont envie de s'inscrire. Et le seul risque, c'est que, on m'a dit, c'est qu'on devienne accro. C'est bien. En fait, tu te positionnes sur le marché de la drogue naturelle. Sécrété par la personne. Donc, exactement. Après, je leur ai dit, mais franchement, si vous allez mieux en sniffant de l'air, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Parce que
J'adore. Mais tu sais que la manière dont tu en parles, ça me donne trop envie d'essayer. Parce que, alors moi, s'il y a un truc, c'est que je déteste la méditation classique. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et j'en parle souvent dans les podcasts parce que il faut vraiment trouver son truc. Et moi, le meilleur état méditatif que je peux avoir, c'est quand je vais courir. Une activité physique répétitive qui me permet de sécréter tout plein de choses parce qu'il y a un effort physique et boum, c'est bon, c'est là où je médite. Alors quand j'explique, non, mais moi je médite quand je cours, tu vois, ceux qui font de la méditation classique, ils sont là, non mais elle est folle celle-là. Oui, mais c'est vrai. Mais en fait, la seule définition de la méditation, c'est quand je mange, quand je cours, quand je travaille, c'est être pleinement présent. Donc à partir de là, on est sur un milieu en fait qui est rempli de clichés. En fait, du coup, les personnes comme toi, et je pense que moi aussi, du coup, qui ont cette envie d'adrénaline, en fait, cette envie de mouvement, de performance, etc., et elles trouvent pas leur compte. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ça par contre, c'est quelque chose qui, moi, m'irrite, c'est de faire porter la culpabilité aux personnes qui n'arrivent pas à ralentir, sous prétexte qu'elles n'arrivent pas à ralentir. Alors, je sais pas si toi, t'as déjà vu quelqu'un dire ouais mais il faut que tu ralentisses, ouais mais en fait je sais pas faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, moi me ralentir me rend anxieux. Et en fait il y en a plein des gens comme ça. Enfin moi en tout cas aujourd'hui les personnes qui s'inscrivent le plus aux ateliers, ce sont des personnes qui effectivement du coup j'ai fait mon persona à l'envers par déduction en fait donc voilà. En fait c'est mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. J'ai énormément d'idées, j'ai du mal à canaliser mes pensées, j'ai envie de faire énormément de choses, j'ai envie d'assumer en fait qui je suis, j'ai envie de me reconnecter en fait à ce pouvoir à l'intérieur de moi et de pas être toujours fatiguée. Et en fait, j'aimerais avoir mon stock d'énergie qui se renouvelle pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc en fait, c'est anti-méditation où là on te propose plutôt d'observer le silence et de tout mettre en stand-by. Ce qui est très vertueux, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et ça, du coup, la PNL a eu un énorme apport avec. C'est pour ça que je t'ai dit j'ai besoin de plusieurs briques. Qu'en fait, il faut pouvoir suivre les schémas de fonctionnement des gens pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir leur apporter la meilleure solution. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je m'éclate. Ah, mais c'est génial. Mais tu vois, ça a beaucoup de sens. Et ce que tu dis par rapport aux personnes qui disent tu dois ralentir. En fait, pour moi, c'est juste que la personne qui dit ça a son propre schéma, c'est ce qui fonctionne pour elle et souhaite l'appliquer à une personne en face qui n'a pas du tout le même schéma. Et c'est pour ça que c'est difficile parce qu'il y en a plein des schémas et que c'est compliqué de comprendre un schéma qui n'est pas le sien. Oui. Donc, soit on choisit de traiter un seul schéma de fonctionnement, c'est OK. Mais alors, il faut pas dire tu dois ralentir. C'est peut-être OK, ralentir, c'est pas pour toi, donc moi, je peux pas te l'enseigner. Va avoir quelqu'un qui va t'apprendre à faire autrement. Mais il faut avoir une humilité, tu vois, pour dire non, mais en fait, là, c'est pas moi qui peux te donner les outils. Soit on apprend tous les schémas et à ce moment-là, on essaye d'être multifonction et de proposer plusieurs outils en fonction de ton schéma, quoi. C'est ça. Et honnêtement, la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vois, c'est quand même un effort marketing immense. Enfin, parce que je pars sur un business model quasiment à la carte. En fait, mon modèle aujourd'hui, c'est tu viens, t'assistes à une séance, tu kiffes, tu seras toujours le bienvenu. T'aimes pas, tu sais que c'est pas fait pour toi. Donc j'ai pas un modèle d'accompagnement, tu vois, de personnes à long terme. Mais en fait, j'ai envie d'apporter cette ouverture parce que je pense que les gens en fait ont envie de choisir. Et en fait, si t'as envie de venir 1 fois par mois, 4 fois par mois, si t'as plus du tout envie de revenir, que tu aies la liberté de décider, tu vois. Et ça, par contre, du coup, c'est énormément d'efforts pour moi, mais c'est une vision à laquelle je crois. Donc, je pense que j'ai encore 2 années devant moi, là, de charbonnage intensif, parce que c'est, en termes d'acquisition marketing, c'est lourd, quoi. C'est lourd, contrairement à des programmes de coaching premium, mais moi qui aujourd'hui, en tout cas, ne font pas partie de mon axe de développement stratégique. J'ai envie d'apporter cette méthode au plus grand nombre. Donc c'est en laissant la liberté, tu vois. Ouais. Écoute, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que moi qui suis une personne, j'aime bien dire, je suis quelqu'un de très chaotique. Pour moi, tout ce qui est quelque chose de rigide ou de fixe, en fait, et là maintenant j'ai atteint un niveau où je suis là, non mais en fait non, moi m'inscrire à un club où il y a des séances tel jour et tel jour, mais en fait rien que l'idée, je suis là, mais non, moi je veux pouvoir me réveiller le matin et me dire, là j'ai envie d'y aller en fait. Oui, voilà. Et de ce fait, je pense que tu réponds à une catégorie de gens comme moi, qui sont des gens chiants, parce que du coup, c'est des gens qui n'aiment pas, en tout cas moi c'est mon cas, j'aime pas devoir me plier à quelque chose qui ne va pas être en fonction de moi, en fait. Et moi j'ai envie que les gens viennent dans une bonne énergie, quoi. Donc ça change tout sur l'ambiance de la session. Donc
Écoute, c'est en tout cas moi c'est une vision voilà que je porte à laquelle je crois. Maintenant après c'est voilà c'est de l'acquisition marketing et du coup on peut reboucler avec heureusement qu'il y a une école de commerce qui est passée par là. Heureusement que du coup il y a eu des entreprises par lesquelles aussi je suis passée parce que du coup ça a mis en place une sorte de mécanique aussi dans ma tête où je réfléchis vraiment en mode projet. Je vois comment se structure une entreprise. Tu vois, aujourd'hui, en termes d'accompagnement business, en fait, je me fais surtout accompagner à la demande quand je sens que j'ai des caps importants à passer. Bah vraiment, en fait, je me considère pas thérapeute. Je me considère plus entrepreneuse que thérapeute. Et du coup, mon entreprise, je la pilote, sauf quand je suis en train de donner un cours. Tu vois, et donc rien que ce schéma, je le trouve déjà hyper disruptif par rapport au schéma classique de la coach ou de la thérapeute qu'on a envie de donner. Et du coup, je trouve que ça fait du bien juste de montrer que c'est possible. Et d'ailleurs, voilà, sur mon compte Instagram et sur LinkedIn, je communique énormément autour de ça en disant, mais en fait, vous n'avez pas choisi la liberté d'entreprendre pour rentrer à nouveau dans une case. Et du coup, l'histoire de la case, elle m'a, je pense, traumatisée. Je travaille encore là-dessus, tu vois. Mais ouais, on a une chance aujourd'hui de pouvoir créer de la valeur en répondant à un besoin, d'avoir une perspective ouverte grâce à Internet. Et du coup, pourquoi s'en priver, tu vois. Aujourd'hui, les personnes qui développent un brin de créativité, qui se reconnectent à ça, elles peuvent réaliser de très belles choses. Mm-hmm. C'est une chance. Ouais, magnifique. Et je voudrais revenir à une question que je n'ai pas encore posée, c'est comment ça s'est passé dans ton entourage quand tu as fait cette transition? Est-ce que tu as eu un petit peu de support ou est-ce qu'au contraire, ça a été très mal vu et on t'a plutôt mis des freins? On m'a pas mis de freins. J'ai perdu quelques amis au passage. C'était pas à cause de freins, c'était à cause de réflexions que je trouvais de plus en plus insupportables. D'accord. Et je sentais que, en fait, même moi, en termes de pensée, j'allais devoir préserver mon énergie et en fait me protéger de certaines choses. Donc clairement, il y a un éloignement. Je pense que quand on change de paradigme, il y a toujours des personnes avec qui on connecte beaucoup moins et on se comprend moins. Après, non, honnêtement, j'ai eu la chance personne m'a dit non. Et j'ai l'impression, enfin, je touche du bois, mais j'ai l'impression que les gens me font confiance. Mais je pense que j'adore tellement ce que je fais qu'en fait, ils ont juste, voilà, envie de me voir m'éclater, tu vois, sur mes petits trucs. Ok. Quand tu vois passer un poste, oh, c'est bon, elle s'amuse, tu vois. Donc, c'est gentil, quoi. Et du coup, moi, ça m'aide à continuer jusqu'à ce que, en fait, par contre, là où vraiment je peux peut-être apporter un élément qui peut aussi faire du bien, c'est que moi, je suis quand même restée avec une blessure par rapport à ma vision de la carrière. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas perdu en ambition, mais simplement, en fait, je suis en train de travailler autrement pour pouvoir atteindre mes objectifs autrement. Et ça m'est resté. Parce que, voilà, tu vois, la bonne élève, elle est toujours là. Et en fait, donc c'est une partie dont j'ai pas envie de me défaire. Mais je pense que c'est intéressant à partager, quoi, parce que je vois beaucoup avant j'étais ainsi, après je suis devenue comme ça, et je refuse celle d'avant. Non, en fait, enfin, chaque partie a des informations à donner, et c'est mieux si elle coopère. Ouais, tout à fait. Donc là, j'essaie de faire coopérer la créatrice de la méthode et tout le parcours passif qui a précédé. Quand tu regardes ton parcours, là, on a déroulé tout ton parcours. Tu te sens comment? J'ai une première note très fière, mais dans un sens humble, tu vois, genre juste fière de moi, genre juste de mon délire, quoi. Fière de d'avoir suivi ton délire. Ouais, c'est ça, fière de ma petite sphère. Et des fois, j'en rigole, je me dis c'est comme dingue. Je pense qu'il y aurait plein de personnes qui se diraient mais qu'est-ce qui est tombé sur la tête pour qu'elle fasse respirer les gens? C'est quoi ce délire, tu vois? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore sorti? Mais tu vois, genre, c'est rigolo, je trouve ça trop mignon. Et du coup, j'ai juste envie de protéger ma petite bulle et de tracer mon chemin comme j'ai envie. Si là, ce que je vis aujourd'hui pouvait durer éternellement, je serais, je pense, la plus heureuse au monde. Parce que du coup, en fait, c'est l'une des rares fois où je me dis, j'ai pas besoin de plus. Je fais un métier que j'aime. Je suis en train de mettre en place des choses pour le développer. C'est intellectuellement stimulant. Ma vie, en fait, oui, effectivement, je suis pas encore en train de gagner des millions, mais en fait, je pense que c'est aussi une question de temps, de stratégie, en fait, ça me fait pas peur. Et du coup, je pense que ça s'appelle l'alignement. Il me semble qu'il y a un mot. Tout à fait. Ouais. Moi, j'en ai deux. C'est meilleure vie. Tu vis ta meilleure vie. Ouais, best life. Ça, je le dis souvent. Voilà. Ok. Alors, écoute, Sarah, je vais te poser une dernière question, signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui écoutent ce podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Yes. Alors moi, je suis pas du tout dans les conseils, je suis pragmatique. Je suis dans les conseils pragmatiques, je suis pas du tout dans les conseils qui envoient du rêve, du genre croyez en vous, tout ça. Franchement, développer des compétences. Mais genre,
evergreen. C'est genre des trucs immortels. Genre, j'apprends à analyser un problème. Je sais trouver à chaque fois des solutions. J'intègre tellement au moins un mindset solution qu'en fait, je peux apprendre n'importe quelle discipline et pouvoir devenir expert de mon domaine. Et j'ai envie de dire, mais franchement, ça, c'est le seul truc, je trouve, que peu importe la conjoncture, peu importe la situation, vous allez pouvoir développer une agilité qui est tellement précieuse parce qu'en fait, notre monde avance vite. Moi, par exemple, aujourd'hui, les IA, je commence déjà à les adopter, tu vois, pour ma création de contenu. Mais parce qu'en fait, ça me fait kiffer. Et en fait, je trouve que résister contre ce genre de changement, c'est juste perdre du temps et de l'énergie, tu vois, à moins que ce soit apporté par des valeurs et des convictions. Mais développer des compétences. Genre, je ne jure que par ça. Vraiment. J'adore. Ok, magnifique. Écoute, Sarah, merci beaucoup. Alors, je mettrai tous les liens dans la description du podcast, mais est-ce que tu peux rappeler rapidement où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Yes. Alors, vous tapez Sarah, donc S-A-2-R-A. Donc, Sarah Saidi, S-A-I-D-I de mon nom de famille. Vous allez pouvoir me trouver sur Instagram. Donc, Instagram très communauté, très good vibes, très partage spontané. LinkedIn, partage plus creusé sur des formats plus engagés. J'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle Rythme ton flow et ma newsletter sur laquelle je communique tout le backstage parce qu'en fait, je fais du building public, donc je documente tout ce que je fais. Je me dis que ça peut toujours être utile. Et donc, sur ma newsletter, effectivement, je communique davantage les dessous de mon aventure. Et j'ai aussi un freebie, du coup, que je partage volontiers, donc de 5 exercices à faire pour justement apprendre à utiliser sa respiration et pouvoir s'y connecter et voir ce que ça fait ressentir à l'intérieur de soi. Donc, ça permet vraiment de poser des premières briques qui sont gratuite et illimitée. Magnifique. Sarah, merci beaucoup. Merci Fanny. Merci à toi. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.